à cette table ronde organisée à l'occasion du 50e anniversaire de la Fédération des centres de loisirs et de rencontres. Une table ronde intitulée « 50 ans d'engagement associatif et après, construisons demain ensemble ». Je vous en présente les participants. Thierry Apotello, conseiller d'État en charge du département de la cohésion sociale. Bonsoir. Vous dire que Anne Hilpold, conseillère administrative de la ville de Carouge et vice-présidente de la phase, aurait dû être avec nous ce soir, mais elle a malheureusement été mise en quarantaine aujourd'hui, donc elle ne sera pas parmi nous. Joëlle Libois, directrice de la HETS, la Haute École de Travail Social. Bonsoir à vous, bienvenue. Gérard Duc, historien, vous êtes en train d'écrire un livre sur l'histoire de la fédération. Oui, absolument. Vital Dorsa, animateur socioculturel, et Pascal Turner, président de la FCLR, Fédération des centres de loisirs et de rencontres, comme déjà dit. Vous avez la possibilité depuis chez vous de poser des questions aux différents intervenants à cette table ronde. Pour ce faire, le SMS ou le mail, selon les indications qui vous ont été données dans le mail d'invitation à participer à cette table ronde. Pour comprendre où l'on va, il est toujours utile de savoir d'où l'on vient, dit l'adage. Pour savoir d'où l'on vient, je me tourne vers l'historien, bien sûr, Gérard Duc. Pourquoi a-t-il fallu, il y a 50 ans, créer une fédération des centres de loisirs et de rencontres ? Alors, au début des années 70, au moment de la fondation de la FCLR, on est dans un contexte social assez tendu. Je dirais qu'il y a plusieurs éléments qui vont expliquer la formation de cette FCLR. Je propose d'en retenir deux éléments indissociables et qui vont marquer la FCLR des années suivantes. La première, c'est la défense de l'autonomie associative et la seconde, c'est l'ouverture à tous les publics des centres de loisirs qui existaient à l'époque. Si on commence par l'autonomie associative, le contexte réglementaire qui date du milieu des années 60 est assez clair. Les centres de loisirs sont laissés à l'organisation d'associations rassemblant des habitants qui reçoivent une subvention du canton pour payer un animateur, rarement deux. Les centres reçoivent également une subvention des communes pour leur fonctionnement ainsi qu'un local généralement relativement petit dans les années 70. Maintenant, donc sur le papier, cette autonomie existe réellement. Dans les faits, il arrive très souvent que les municipalités interviennent, régentent ces centres, et c'est pour défendre cette autonomie que la FCLR en partie est créée. L'autre élément, c'est l'ouverture à tous des centres de loisirs. Là également, le cadre légal qui date de la fin des années 50, du début des années 60, fait que les centres de loisirs sont essentiellement destinés à l'encadrement des enfants et des jeunes durant leurs loisirs. Dès les années 70, il y a certains centres de loisirs qui commencent à proposer des animations qui s'ouvrent à d'autres publics, des animations qui concernent l'aménagement des quartiers, qui concernent également des questions sociétales plus larges. Et dès cet instant-là, on a des autorités municipales qui freinent des cas de fer, qui n'hésitent pas à interdire certaines animations, voire fermer des centres temporairement, ou alors tout simplement couper les subventions. Donc dans les années 70, on a vraiment une forte tension des conflits assez importants. Mais dès 1976, le règlement édicté par le Conseil d'État reconnaît une nouvelle fois les centres de loisirs gérés par des associations, permet également une ouverture à d'autres publics. On forme également une commission, la commission cantonale des centres de loisirs, qui rassemble les 4 partenaires que sont l'État, les communes, la FCLR, donc les associations, ainsi que les représentants du personnel au sein de cette commission. Et c'est à partir de là qu'on a certains centres de loisirs qui se rebaptisent maisons de quartier pour s'ouvrir, pour montrer cette ouverture plus large. Est-ce qu'on peut dire qu'à partir de ce moment-là, la FCLR a rempli sa mission ? Alors en partie, au début des années 1980, certaines villes helvétiques, que ce soit Zurich, plus tard Lausanne, connaissent de très forts mouvements sociaux, des manifestations parfois violentes, où l'on demande des centres destinés à la jeunesse avec une certaine autonomie. À Genève, il y a très peu de choses, pas beaucoup de manifestations à ce moment-là, et on peut dire, en tout cas il est dit, on le voit dans la presse, que ce modèle genevois avec des centres gérés par des associations permet de diminuer les tensions. Maintenant, cette mission accomplie se retrouve également au sein de la FCLR, c'est-à-dire qu'on a des assemblées, des délégués à ce moment-là qui ont tendance à attirer beaucoup moins de monde. On a tendance aussi à ne plus très bien voir la ligne directrice de la FCLR qui est un petit peu confondue avec le canton ou le canton subventionnant.
les discussions au sein de la FCLR à ce moment-là tournent essentiellement autour de la subvention qui est versée par le canton pour les activités jeunesse, qui est considérée déjà dans les années 80 systématiquement comme insuffisante. Et donc on note de très fortes tensions entre les centres à ce moment-là. Comment la fédération s'est-elle relancée finalement ? Alors toujours par le débat interne, par le débat sur son mode de fonctionnement également, faut-il donner plus de poids au comité, aux assemblées générales, peut-on également parler au nom de toutes les associations, ça c'est un débat fréquent au sein de la FCLR, selon qu'on est au centre-ville ou qu'on est dans une commune périphérique, mais c'est peut-être l'épreuve de la crise économique qui touche Genève dès 1989 qui va relancer la FCLR, notamment parce qu'on a des coupes budgétaires à partir de ce moment-là. Et au sein de la FCLR, il y a un vrai débat sur comment faire avec moins, comment faire plus avec moins. Donc le débat est lancé au sein de la FCLR. Et en 1993, par exemple, on a un débat auquel participe Jacques Lons, qui était à l'époque le président de la commission cantonale. Et il y a une idée qui est lancée par les participants de cette réunion qui consiste à dire, eh bien, si l'État n'a plus suffisamment d'argent, allons chercher de l'argent ailleurs. Alors Jacques Lons immédiatement dit que ça n'est pas possible, on a un cadre juridique de la commission qui ne nous permet pas d'aller chercher de l'argent ailleurs, et pourtant dès l'automne, ce même Jacques Lons revient avec cette proposition de passage de la commission vers une fondation de droit public dès 1993, et c'est la marche ouverte vers la fondation de la FASE, la Fondation pour l'animation socioculturelle à Genève, en 1998. Nouveau modèle, donc, comment ce nouveau modèle a-t-il été accueilli par les associations des centres ? Alors, dès 1993, ce débat est assez mal accueilli par les centres. Il faut savoir qu'à partir de l'automne 1993, on a une configuration, on a un gouvernement dit monocolore, entièrement de droite. Au sein du Parlement, on a également la majorité des sièges qui sont occupés par l'entente. Et au sein des associations, ce débat qui est initié eh bien, fait un petit peu peur. On imagine qu'on va perdre en autonomie. On imagine également le passage difficile entre un règlement qui est dicté par le Conseil d'État, celui de 1976, vers une loi qui doit être négociée, discutée au sein d'un grand conseil à majorité de droite. Mais à ce moment-là, tout est fait pour rassurer les associations dans ce processus qui mène à la création de la phase. Maintenant, on sait ce qu'il en est. Ce partenariat à 4, finalement, qui sur le papier semblait ne devoir générer pas trop de tensions, depuis le tournant du millénaire, eh bien, génère un certain nombre de tensions, des tensions entre les différents partenaires, des tensions également au sein des participants à la FCLR, ces 47 centres qui ont vraiment des intérêts parfois différents, et également la tension doit être cherchée dans tous ces éléments qui proviennent des nouvelles politiques publiques. Dès l'entrée en vigueur des contrats de prestation, par exemple le premier en 2004, on note des très fortes tensions au sein de la FCLR. Et je crois qu'aujourd'hui, comme il y a 50 ans, les deux termes que j'ai mentionnés au début, c'est-à-dire autonomie associative et ouverture à tous de ces centres, est toujours d'actualité. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Merci beaucoup Gérard Duc. Pour compléter cet aperçu historique, je vous invite à regarder une première vidéo. On en verra 3 dans l'heure à venir. C'est Éric Meyer, le premier président de la FCLR, qui s'exprime. J'étais le premier président du centre. Un beau jour, il fallait quelqu'un pour aller à la fédération. Alors ça, c'était relativement vite après, c'était en janvier 78. L'élément clé, on va dire, quelque part dans la vie des centres, c'est cette charte où on a, pour une fois, je dirais, réussi à mettre tout le monde autour d'une table. Enfin, c'est une image, aussi bien l'État que les communes, que le personnel, que les centres, plus des intervenants extérieurs, Michel Vuilly par exemple, pour faire une charte des centres. Dans les années 80 probablement, peut-être même avant en tout cas, il y a eu des espèces de mouvements de municipalisation des centres. La ville de Genève à une époque qui était très très favorable. Ils ont fait ça pour les travailleurs hors mur, ils n'ont pas été plus loin. Il y a quand même une volonté de garder le côté associatif qui permet d'avoir un pied dans le quartier ou dans la commune,
qui sentent que c'est le pouls de la commune ou du quartier où on est, ça vient entre guillemets, de la population et non pas d'un conseil exécutif, d'un exécutif ou d'un municipal de commune qui dicte ce qu'on doit faire, voire du secrétariat général de la phase, parce que c'est un petit peu la tendance de vouloir dire l'animation, vous devez faire ci, vous devriez faire ça, puis comme ci et comme ça. C'est le danger, moi je le vois là actuellement, et aussi par rapport peut-être à une certaine démission dans l'associatif. Il y a des gens, je sais pas, est-ce que les gens sont trop sollicités, la vie est trop facile. Thierry Apotello, en écoutant Gérard Duc et en écoutant le premier président de la fédération, on voit que les moments charnières de la FCLR correspondent à des moments de crise sociétale, crise économique, crise politique. Nous sommes aujourd'hui en pleine crise sanitaire et par conséquent économique et sociétale. Cette crise d'aujourd'hui, selon vous, est-ce qu'elle va avoir forcément des conséquences sur le fonctionnement de la FCLR ? Oui, elle va avoir forcément des conséquences. On a une population qui est particulièrement atteinte par les effets de cette pandémie. La question du bénévolat s'est complètement arrêtée. On a dit aux gens, gardez vos distances, il ne faut pas vous mélanger, il ne faut pas vous regrouper, le collectif n'existant plus. Il y a des risques effectivement de voir des formes d'individualisation qui au fond vont péjorer ce qui fait la richesse de la Fédération des centres de loisirs et de rencontres. Je veux le dire qu'une fois en entier, comme ça je pourrais dire FCLR, pour qu'on soit effectivement dans une dynamique, et j'aimerais revenir dans le aujourd'hui et le demain, sur un enjeu majeur autour des bénévolats et la façon de faire vivre l'association, parce que M. Duc a parlé des étapes et c'était très intéressant de réinscrire la FCLR dans une étape historique, avec un mot qui m'a manqué, si je peux me permettre, c'est celui des membres. C'est celui des bénévoles, celles et ceux qui au fond font vivre l'association, et vous l'avez très clairement exprimé, elle s'est principalement fondée et évoluée sur des questions de crise. Et je pense que là, il y a un enjeu pour la FCLR, c'est-à-dire de sortir de la crise pour permettre un travail de fond. Elle le réalise objectivement très bien aujourd'hui, mais avec des enjeux supplémentaires. Et j'aimerais peut-être, dans le cadre de ce débat, en évoquer plusieurs. Alors, on aura l'occasion d'y revenir. J'aimerais faire peut-être un tour de table. Je vais commencer par vous, Thierry Apotello, puisque vous avez la parole. La question est assez directe. Est-ce que vous avez le sentiment qu'entre l'État, les communes, la phase, la FCLR, les animateurs, est-ce que vous avez le sentiment que tout le monde a le même projet aujourd'hui pour l'animation socio-culturelle ? Non, parce qu'il s'agit d'un travail en commun et en permanence. Notamment parce que le monde politique change. Le monde politique, il a des élus au conseil municipal, il a des élus à l'exécutif qui changent. On a des élus qui ont une fibre sociale et d'autres pas du tout. Et ils ont eux aussi, et elles aussi, un apprentissage à faire de la vie associative. Alors, pour certains, c'est pénible à réentendre. Comme je suis dedans depuis toujours, puisque j'ai été président d'un centre, membre du comité de la FCLR et du conseil de fondation pendant plus de 15 ans, je connais la dynamique qui s'instaure, mais je connais aussi le gap que certaines et certains élus peuvent avoir de la vie associative. On reconnaît parfois quelques traits un peu rudes s'agissant de la relation avec les associations. Ça, pour moi, c'est un enjeu majeur autour de la permanente, nécessaire communication sur les buts, sur les enjeux que sont. Après, ils sont fondamentalement pas challengés, mais on doit reconnaître que l'évolution de ces enjeux doivent être largement mieux partagés. Vital Dorsa, vous partagez cette vision ? Il faut prendre le micro, c'est mieux. Oui. Merci. Oui et non. D'abord, je pense que la crise majeure que rencontre le partenariat associatif au niveau de la phase, il n'est pas lié à la Covid. Il date déjà d'il y a au moins 15 ans. Et je pense qu'on aura plus vite réglé le problème sanitaire que le problème partenarial. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les politiciens changent, vous avez raison. En même temps, ce qui fait le fondement de l'animation socioculturelle, c'est-à-dire au contraire de la politique sociale qui vient des communes et de l'État, qui vient d'en haut par des gens qui sont des élus, qui prennent des décisions et qui font appliquer une politique par soit leur administration, soit des gens à qui ils donnent des prestations pour les bénéficiaires qui sont la population. Dans le cadre de l'animation socioculturelle, depuis 50 ans, depuis 60 ans, le principe c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on a en haut des associations, enfin d'abord des habitants qui se regroupent en associations, qui créent des dynamiques, qui présentent des projets. Ces projets sont reconnus d'utilité publique
par l'État et le canton à Genève, et puis ils mettent en place leur politique, et puis voilà. Ça ne devrait pas changer, quel que soit l'élu, quel que soit son parti, qu'il soit il y a 50 ans en arrière aujourd'hui, ça reste les fondements, et c'est ça qui fonctionne pas actuellement pour nous. Pascal Turner, sur la même question. Moi, je suis très heureux d'entendre Thierry Apotello nous dire qu'il attend en quelque sorte un rebond de la vie associative une fois qu'on pourra enfin se rencontrer de nouveau. Et je pense qu'effectivement, ça va peut-être être l'occasion aussi pour nous de réaffirmer que le projet associatif, que la vie associative, c'est le cœur de l'animation socioculturelle. C'était le début de l'animation socioculturelle, Gérard Duc l'a dit, mais c'est aussi une finalité, et pas la moindre des finalités de l'animation socioculturelle. C'est effectivement la vie associative dans les centres de loisirs, dans les maisons de quartier. C'est l'apprentissage de la démocratie, c'est l'apprentissage de l'implication au service de la collectivité, et c'est aussi le développement d'une citoyenneté créative. Et aujourd'hui, effectivement, ce qui nous manque le plus, et là je rejoins complètement Vital Dorsa, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de nous assurer, nous les associations, que ce projet-là, il est partagé par ceux qui nous financent, en l'occurrence aujourd'hui, à l'avenir peut-être encore, je ne le sais pas, mais ceux qui nous financent, le canton et les communes. Et on sent que cet engagement vers une vie associative féconde sur le terrain avec des associations locales qui produisent des idées, des projets proches des habitants, même gérés par les habitants le plus possible. On sent aujourd'hui de plus en plus que c'est difficile de faire admettre ça et de partager ça avec les communes et avec le canton. Joël Libois, sur la page d'accueil du site de la Haute École de Travail Social, vous parlez d'une école qui débat des problèmes de société, du vivre ensemble, de l'exclusion et qui cherche des alternatives éthiques et citoyennes. J'ai envie de prolonger la question posée à Thierry Apotello en vous demandant quels sont les défis de la formation aujourd'hui quand on voit que ça bouge finalement en permanence. Alors je crois que les défis de la formation, ils sont un peu dans ce qui a été dit, c'est-à-dire c'est la question de la citoyenneté. Ça va être quelque chose d'extrêmement important pour les années à venir. Notre conseiller d'État nous disait qu'on allait peut-être vers quelque chose de se restreindre autour du collectif. J'aurais peut-être dit la même chose il y a 6 mois. Aujourd'hui, je dirais presque le contraire, c'est-à-dire qu'il y a eu un tel besoin de lien social aujourd'hui qu'on voit vraiment une émergence de projets dans tous les sens. Et le monde associatif, de mon point de vue, risque plutôt de se redévelopper. Moi, je suis heureuse d'entendre aussi déjà un petit bout de controverse, parce que pour moi, le monde associatif, c'est de la controverse. S'il n'y a pas de controverse, pas la peine d'avoir de l'associatif. Donc, il y a peut-être quelque chose autour de la fédération, de la phase, dans la recherche d'un consensus qui ne me semble pas si fécond. Au contraire, je pense que plus il y aura de la controverse, plus ce sera vivant. Et ce qu'on peut voir historiquement, c'est quand même un succès extraordinaire des maisons de quartier, du développement des maisons de quartier, des centres de loisirs, des terrains d'aventure sur Genève. Avec ce que j'entends, je me demande si quelque part il faudrait peut-être pas repenser ou revoir le rôle de la phase. Qu'est-ce que vous en pensez, Pascal Turner ? C'est très difficile parce que cette fondation pour l'animation socioculturelle, la phase aujourd'hui, elle est commandée entre guillemets par une loi. C'est la loi J611 et à moins de revoir cette loi, ça va être très compliqué de revoir le fonctionnement de la phase. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, les représentants des associations, on a perdu pas mal de poids dans cette fondation. On ne va pas refaire toute l'histoire, mais en 2008, la composition du conseil de fondation a été revue et c'est quelque chose qu'on a perçu comme une grande violence à ce moment-là. On a eu le sentiment qu'on abandonnait, que nos partenaires financeurs, le canton et les communes, abandonnaient le partenariat pour le remplacer par un rapport de force. Et ça c'est quelque chose qui malheureusement encore aujourd'hui nous sert peut-être trop souvent de prisme pour lire ce qui se passe quand ça vient du canton, quand ça vient des communes. C'est un réflexe qui est peut-être regrettable, mais c'est très difficile de l'empêcher. Et aujourd'hui, je vais encore le dire peut-être de manière encore plus précise, quand j'ai dit tout à l'heure, on a besoin aujourd'hui plus que jamais de vérifier qu'on partage tous ensemble
le personnel, les associations, le canton, les communes, qu'on partage vraiment toujours encore le même projet. Aujourd'hui, on a un gros défi à relever qui est au travers de la rédaction d'un projet institutionnel. On voit qu'on a énormément de peine, on a beaucoup travaillé, on s'est réunis, on a planché pendant des heures et des heures avec les représentants de toutes ces composantes, et on a beaucoup de peine à déboucher sur la rédaction d'un projet institutionnel. Et je pense que ça, c'est un signe qui est quand même assez inquiétant aujourd'hui sur cette question. Est-ce qu'on partage encore vraiment tous ce même projet au cœur duquel il y a la vie associative? Vital Dorsa, sur cette question, avec le micro. C'est qu'on a une loi qui est très bien. Cette loi, elle a été travaillée pendant 2, 3, 4 ans par des partenaires. Elle a été construite, tout est écrit dedans, comment ça devrait fonctionner. Quel est le rôle de chacun, quelle est la mission de chacun. Le problème, ce n'est pas la loi. Et au bout de 4-5 ans, on s'est rendu compte que ça déviait, ça prenait des directions qui n'étaient pas celles prévues. On est déjà en crise en 2004, 2005, 2006. En 2008, on fait un grand rassemblement de tout le monde. Tout le monde dit qu'il y a besoin d'un projet institutionnel. Cette fondation, elle a une loi, mais ce n'est pas suffisant. Il faut un projet institutionnel. On nous le promet pour 8 mois plus tard, 9 mois plus tard. Donc en 2009, il devait exister. Et une nouvelle gouvernance. Eh bien, on est maintenant 13 ans plus tard, il n'y a pas encore une ligne du projet institutionnel qui est rédigée. Par contre, la nouvelle gouvernance, on l'a eu dans les 9 mois. C'est-à-dire qu'une nouvelle gouvernance qui devrait s'appuyer sur un projet institutionnel, eh ben, elle s'est appuyée sur on ne sait pas quoi. Et je veux dire, voilà, moi je pense qu'effectivement, il faut changer. Il y a beaucoup de choses à changer, et puis on espère que ça va changer, mais pour l'instant, on ne voit pas venir le changement. Thierry Apotelos, je vous ai vu tiquer. Je veux bien qu'on fasse du débat, mais qu'on caricature un peu l'histoire, ça me dérange. Ça me dérange parce que le projet institutionnel, on peut en parler. Je ne suis pas sûr que tous les spectatrices et spectateurs comprennent de quoi on parle, mais les éléments fondamentaux du projet institutionnel, ils sont quand même inscrits dans un partenariat qui est dans une loi. Il y a un règlement ensuite, puis il y a une charte. Et personne n'a parlé de la charte de la FCLR. Pour moi, c'est un élément fondamental. C'est ce qui explique peut-être que le projet institutionnel est un peu moins bien investi, parce qu'effectivement, entre les textes légaux, ce qui existait de la charte, ce qui existe de la charte signée par, c'était en 93, eh bien, je pense que les éléments fondamentaux, ils sont présents. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Ça, je le conteste. Je conteste aussi l'idée qu'il y a eu un abandon du partenariat. Aussi parce qu'on est à Genève, on a envie de râler. Je regrette qu'on ne soit pas fier d'avoir une fondation unique en Suisse avec 4 partenaires. Je regrette qu'on ne valorise pas 50 ans d'histoire de la vie associative. Je regrette qu'on ne soit pas en capacité de montrer effectivement à nous comme aux autres que cette richesse, elle a du sens, et que même s'il peut y avoir ici et là des champs de tension, je rappelle que le 2008, c'est le moment où le conseil de fondation a décidé de ne pas voter le budget, et ce qui dote le conseil de fondation, respectivement les collaboratrices et les collaborateurs, d'aucun moyen. Donc évidemment, les collectivités publiques qui sont soucieuses et de faire en sorte que le système fonctionne s'en est emparées. Donc je pense qu'un élément pour moi essentiel, c'est de rappeler d'abord le fait que nous soyons particulièrement fiers de cette histoire-là. Deuxième élément, il n'y a pas d'abandon du partenariat. Ni le canton, ni les communes, les collectivités publiques n'ont l'intention d'abandonner ce partenariat-là. Il doit se faire vivre d'une manière, je dirais, toujours vivante. C'est ce qui provoque le débat. Par contre, je suis toujours attentif à ce qu'il n'ait pas d'abandon. Justement, ça peut être ici et là vécu par certaines communes, par certains députés, comme étant effectivement parfois accessoire. Je suis très militant au sein des différentes instances, Grand Conseil et Conseil d'État, pour rappeler l'importance. Mais il ne faut pas qu'on s'auto-sabote de la situation. On doit, en être fier, et 2, être suffisamment convaincu pour qu'on donne envie. Parce qu'à rappeler toujours les éléments de clash, au fond, on conforte certains députés, certains membres du gouvernement, certains élus communaux, qu'au fond, ça ne sert à rien, et c'est ce qui me désole, en fait. Alors, j'en profite pour rebondir, parce qu'on va mettre tout sur la table ce soir. Il y a des bruits qui courent, selon lesquels l'État pourrait se désengager de la phase. Vous en avez entendu parler. C'est plus que des bruits. L'Association des communes genevoises l'a annoncé dans les différents médias en disant oui, nous serions favorables à ce que les communes reprennent le financement de la fondation.
Moi, j'ai clairement exprimé au Conseil d'État ma désapprobation de ce projet-là. Je pense que nous avons un enjeu cantonal très fort sur lequel j'aimerais que la Fondation continue d'intervenir. La question du financement peut se poser, mais pas en ces termes-là. Et puis, j'ai rapidement évoqué aussi les dangers que cela peut provoquer, effectivement, d'une forme de municipalisation qui, quand bien même nous aurions un cadre légal, eh bien, on serait dans un dispositif qui abandonnerait les associations aux seules communes, alors que même je milite notamment avec des lois, enfin pas une loi, mais des projets de politique de cohésion sociale en milieu urbain pour réinscrire de la cohésion dans les quartiers. Est-ce qu'on risque une intervention au Grand Conseil ? Alors, les débats actuels se font entre la Commission des finances, le Parlement, l'Association des communes genevoises et le gouvernement. Pour l'instant, ce que nous avons donné comme instruction, c'est d'étudier la demande faite par les députés et les communes par ailleurs. Et puis ensuite, on établira le bilan et ensuite un projet de loi, cas échéant. Merci. Avant d'aller plus loin dans cette table ronde, je vous propose de regarder une deuxième capsule vidéo. C'est Katia Merlino, présidente de la FCLR de 2003 à 2013, qui s'exprime. Les membres du conseil de fondation écoutaient la fédération, mais c'est vrai qu'il manquait quand même le quatrième partenaire. Quand on travaillait ensemble sur des sujets pour le conseil de fondation, on était plus fort, puisqu'on se comprenait. Parce que déjà, il faut pouvoir échanger entre les gens de terrain pour pouvoir voir aussi les attentes des uns et des autres. Et on pouvait porter une même vision. Le personnel pensait qu'il n'était pas écouté. Qu'en fait, il était l'alibi et que toutes les propositions qu'il amenait n'étaient pas prises en compte. Je trouvais qu'ils avaient toute leur place, puisqu'en étant du terrain, ils amenaient aussi leur vision de professionnels sur leur métier et sur l'animation. Et ça faisait avancer. Enfin, je trouve que le partenariat est quelque chose de très précieux. Et je trouve vraiment dommage que le personnel ne soit pas revenu. Je pense que c'est le terrain qu'il faut qu'il se pose des questions. Il faut comme il sait très bien le faire, comme il le fait tout le temps, mais vraiment se poser des questions, je pense, de la manière de fonctionner, c'est-à-dire de l'utilité d'une fédération, de l'utilité d'un syndicat, de comment fonctionner les uns avec les autres. Vital Dorsat, je vous ai vu sourire en écoutant l'ancienne présidente. Le personnel, il a encore aujourd'hui ce sentiment d'exclusion ? Mais je crois qu'il l'a encore plus que jamais. Parce que, pour faire un schéma simpliste, tu veux dire, on a fait de l'histoire, le mouvement associatif, depuis 50-60 ans, il a progressé avec des heurts et puis des difficultés pendant 30-35 ans, parce qu'il y avait de plus en plus de centres, parce que les centres qui existaient s'étoffaient leur activité et tout ça. Donc ça, il y a 30-35 ans de progression, et pour nous, on dit depuis 98, c'est 23 ans de descente. Voilà. Nous, on a accompagné cette descente en essayant de la freiner. À un moment donné, on s'est dit qu'on n'arrivait plus, que ça ne servait à rien de continuer à faire semblant. Parce que le mot dans tout ça, le mot magique, ça semble être le partenariat. Partenariat, il est dans tous les discours, donc ça. Mais je veux dire, démocratie, dans la RDA, la République démocratique, il était aussi partout, la démocratie. Et moi, je dirais, pour faire un peu comme ça, un peu de la provocation, la phase aujourd'hui, elle est aussi partenariale que la République démocratique était démocratique à l'époque. Après, ben voilà, ça sera un peu long, un peu trop court aujourd'hui pour tout développer, mais je pense que ça mériterait une journée de travail sur la question. Ouais. Je reviens à ce que disait Gérard Duc il y a un instant en conclusion de la partie historique. Il parlait de l'actualité des mots-clés qui ont présidé à la création de la FCLR. Le premier de ces mots-clés, c'est l'autonomie associative. Comment cette autonomie peut-elle être assurée dans un monde où qui paye commande, Pascal Turner ? C'est une grosse difficulté qu'on a aujourd'hui, parce qu'on voit qu'effectivement, il y a des champs de tension qui émergent un peu partout aussi et là, au gré des différentes communes, etc. On a eu des épisodes qui étaient assez durs pour protéger cette autonomie associative.
Mais peut-être qu'avant de répondre, je voulais quand même rassurer d'abord Thierry Apotello. On est très fiers. On est très fiers de cette construction partenariale de la phase. Moi, chaque fois que j'explique ce qu'on fait dans les maisons de quartier, dans les centres de loisirs à Genève, je parle de la phase et j'en parle de manière très fière et je reste persuadé que c'est un vrai exemple, hein, ce qu'on a créé là. C'est unique, ça a jamais été, personne n'a jamais voulu l'imiter, hein, d'ailleurs. C'est une vraie Genferei, mais une vraie Genferei positive. Pour moi, la construction de la phase, c'est un vrai modèle. Effectivement, Vital Dorsal disait, hein, la loi J611, elle est parfaite, il n'y a rien à changer. Donc, effectivement, maintenant, il y a des rouages qui sont dans cette construction institutionnelle qui sont un peu grippés quand même. Et c'est vrai que le partenariat, il est difficile en ce moment. C'est pas évident. Et l'autonomie associative, pour revenir à votre question, l'autonomie associative, aujourd'hui, on a de la difficulté avec ça. On est en train de faire un gros travail au sein de la FCLR. On a un groupe de travail qui planche là-dessus avec des débats internes, avec des retours en assemblée générale. Et tout ce débat en ce moment au sein de la FCLR, il est extrêmement riche. Et on va s'offrir comme dernier cadeau de notre 50e anniversaire, on va s'offrir un moment qui aura lieu en novembre. Ce sera la conclusion de cette année anniversaire, qui sera un grand forum sur l'autonomie associative. Donc on va faire évoluer ce débat au cours de l'année avec beaucoup de choses qui vont, et des conclusions, enfin en tout cas des apports qui vont avoir une incidence aussi probablement sur le fonctionnement de la FCLR, le fonctionnement de son comité, de ses assemblées générales, enfin de tous ses organes. Joël Libois, cette question de l'autonomie associative, quelle place prend-elle dans la formation ? Alors dans la formation, peut-être pas beaucoup de place, on n'est pas organisé en association, par contre on forme les étudiants à l'associatif. Je dois dire que quand on essaye d'expliquer le fonctionnement et de la FCLR et des centres et de la phase, c'est vrai que c'est complexe, on peut pas nier le contraire et on l'entend ce soir à nouveau. Donc pour les étudiants, ce n'est pas toujours simple de comprendre tous les enjeux. Par contre, nos étudiants font des stages, donc un tiers de leur formation sont sur les terrains et ils sont dans les systèmes associatifs. Sur Genève, il n'y a pas que les centres de loisirs ou maisons de quartier qui sont en association. Il y a énormément d'associations. C'est extrêmement riche sur le canton de Genève et c'est vraiment le lieu pour moi de la créativité. On a vraiment besoin des associations pour le travail social en général. Pascal Turner voulait rebondir, après on ira chez Thierry Apotello. Mais il faut que Joël Libois puisse conclure. Oui, bien sûr. Je voulais juste quand même rappeler que pour les comités, pour chaque maison de quartier, etc., il y a un comité. Et moi, j'ai le souvenir que ces comités, parfois, étaient un peu dépassés dans cette complexité. Et la fédération a vraiment joué un rôle extrêmement important d'apport, de connaissances, de formation, de soutien, etc. Et je crois qu'il faut absolument qu'elle continue ce rôle-là. Et c'était vraiment essentiel. Et sans la fédération, on ne serait jamais abouti au système qu'on est actuellement. Pascal Turner. Oui, je voulais réagir, c'est vrai. Je suis content d'entendre Joël Libois nous dire que c'est compliqué, c'est pas facile de former les étudiants aux faits associatifs, hein, à l'accompagnement de la vie associative. Moi, ce que je me demande aujourd'hui, c'est est-ce que les animateurs et les animatrices qui sont formés à la HETS aujourd'hui sont peut-être trop bien formés. Puis quand ils arrivent sur le terrain, ils ont presque plus besoin, tellement ils savent bien faire leur métier, ils ont presque plus besoin de demander aux membres de l'association comment ils doivent faire leur travail. Avec Gérard Duc, on parlait de l'époque des pionniers. Moi, je suis nostalgique, je ne l'ai pas vécu, mais je suis quand même nostalgique de cette époque, parce que l'époque de la construction initiale, c'était des animateurs, des animatrices qui étaient en train d'inventer leur métier à ce moment-là et qui en référaient en permanence aux membres de l'association, au comité de leur petite association pour leur demander qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit le faire, etc. Et aujourd'hui, on a l'impression que des fois, ces animateurs, ces animatrices, ils débarquent dans les associations, puis ils auraient, théoriquement en tout cas, ils n'ont plus besoin de nous. Et ça peut être par moments très perturbant. Et puis sur la formation au sein de la HETS, spécifiquement sur le fait associatif, moi, on a déjà fait cette offre-là, on l'a déjà signalé, mais je la réitère à la directrice de la HETS. Nous, la FCLR, on est prêt à venir à la HETS, on est prêt à intervenir et à participer à des modules pour venir former ou aider à la formation. Et puis je pense qu'il y a aussi un autre élément, c'est qu'il y a
Il y a des anciens dans l'animation. Vital Dorsa est un exemple d'ancien animateur qui a créé ce métier, en fait, qui a inventé ce métier, mais il y en a plein d'autres à Genève. Et on a toute une génération actuellement d'animateurs et d'animatrices qui ont inventé ce métier en connivence, en partenariat avec l'associatif et qui auraient énormément à apporter au sein de la HETS, aux jeunes futurs animateurs, animatrices qui sont en formation actuellement sur ce plan-là. C'est comment est-ce qu'on s'y prend pour collaborer avec ces foutus membres d'associations, avec ces foutus bénévoles. Voilà. Je suis obligé de vous redonner la parole quelques secondes. Très volontiers. Très volontiers, on vous invite, mais à savoir qu'on a énormément d'animateurs socioculturels qui viennent dans les enseignements, on a énormément de vacataires, on a des gens aussi au sein de l'école, je pense à par exemple Ulrike Ambruster qui a vraiment une très longue expérience en animation socioculturelle. Donc voilà, je pense que les étudiants ils sont en contact régulier avec des animateurs, mais je pense que ce serait vraiment intéressant, et là je vous suis, que la Fédé soit présente sur des enseignements pour expliquer plus clairement en fait les enjeux aujourd'hui de l'associatif au sens plus large. Mais dire encore que nos étudiants construisent ou font ou imaginent des associations, et je crois que l'associatif c'est en baignant dedans qu'on la comprend vraiment. C'est en l'expérimentant qu'on y arrive. Visiblement, cette table ronde n'aura pas servi à rien. Thierry Apotello, autonomie associative. Oui, mes 4 clés, à mon sens, pour être un peu concise dans mon propos. La première, c'est de valoriser, de reconnaître la militance. Ça a été dit par Monsieur Duc. C'est historique. Hein. C'est historique, mais c'est aussi un élément qui, pour moi, est important en tant qu'élu politique. Ne pas avoir peur de la confrontation, ne pas avoir peur de cette militance qui parfois dérange, fait partie de l'exercice et il faut l'accepter. Deuxième élément, il faut aussi comprendre l'autre. Les collectivités publiques, les élus ont aussi des agendas, ont aussi, je dirais, des volontés, et j'ai parfois l'impression d'une trop grande bilatéralité. Il y a des gens qui savent, et en fait, les élus sont tous des incapables. Je pense qu'il y a une nécessaire compréhension mutuelle des enjeux des uns et des autres. Cela veut dire qu'il faut poser les choses. C'est un peu le sens des conventions tripartites, c'est-à-dire aussi d'obliger les communes à formuler des objectifs, et du coup de les poser, et puis de les challenger. D'accepter d'être challengé veut dire aussi qu'on puisse les reformuler, les trouver des accords les uns et les autres. Troisième élément, et ça me tient vraiment très à cœur, c'est la nécessaire augmentation de la capacité des habitantes et des habitants. Il est faux de penser qu'on est bénévole et puis on se pointe une fois dans une assoce, puis on devient président ou membre d'un comité. Non, il y a un gros travail, et c'est peut-être pour moi un défi que j'aimerais soumettre à la fédération, c'est d'augmenter cette capacité. Personne n'est fait ou n'est né avec la possibilité d'intervenir en Assemblée Générale. Aujourd'hui, on a tous l'habitude parce qu'on le fait régulièrement, mais ce n'est pas le cas des habitantes et des habitants. Il faut aller les chercher. Moi, j'ai trop vécu l'Assemblée Générale avec trop peu de membres. Où sont les membres? Comment est-ce qu'on va les chercher? Comment est-ce qu'on les motive à être dans une Assemblée Générale qui a certes des points formels parce que la vie associative le nécessite, mais comment est-ce qu'on habille, comment est-ce qu'on fait vivre cette Assemblée Générale ou ces réunions de comité? Donc pour moi, cette volonté d'aller chercher les habitantes et les habitants a toujours été un des éléments sur lesquels, pour moi, on peut retrouver effectivement des terrains d'entente avec les collectivités publiques. Et puis, si j'ai évoqué un enjeu pour la FCLR, j'aimerais aussi engager un enjeu pour l'État. C'est celui de repenser très sincèrement la relation entre l'État et les associations. Il y a eu une dérive que je constate à 2 niveaux. Le premier, c'est au fond de constater que l'association, elle exécute un ordre, et c'est le défaut que je constate des contrats de prestation. Et malgré, dans une expérience précédente, j'ai eu l'occasion de débattre avec un ancien conseiller d'État et je n'étais pas d'accord avec l'objectif qu'il fixait, et il me regarde droit dans les yeux, il me dit: est-ce que vous connaissez la différence entre un mandat et un contrat? À l'époque, je n'avais pas fait de droit, je lui ai dit non. Un mandat, c'est moi qui dis ce que tu fais. Et puis un contrat, c'est un accord entre les deux. Et en l'espèce, c'est un mandat. Donc l'affaire était entendue, mais ça veut dire aussi qu'on doit, pour moi, accepter l'idée qu'on revisite pour l'État sa relation aux associations, et d'arrêter de penser qu'elles doivent simplement être exécutantes des politiques publiques. Aussi nobles soient-elles, on doit pouvoir reprendre ça. Aussi parce que
Monsieur Duc le dira certainement, la vie associative, une association, elle est née parce qu'il y a une société civile. Elle a été là pour faire chambre d'écho à ce que traversaient les habitantes et les habitants. Or, aujourd'hui, eh ben, elles sont principalement centrées sur l'activité qu'elles doivent à l'État et moins sur cette vie associative. Et puis, je pense que là, on a un enjeu très concret, en tout cas pour l'État, de revoir ces éléments de contrat de prestation, de relations, pour reconnaître effectivement la richesse de la vie associative, si pour autant on prenne les 3 autres points que j'ai évoqués. Alors c'est une excellente transition pour rebondir sur le deuxième mot-clé de la conclusion de Gérard Duc tout à l'heure, l'ouverture à tous les publics. J'ai le sentiment que si les publics venaient de façon assez spontanée au centre de loisirs et de rencontres jusqu'ici, il faudra peut-être désormais que les centres aillent à la rencontre des publics ou des nouveaux publics, en raison notamment du vieillissement de la population. Historiquement, on est pour la première fois en présence de 4 générations simultanées pratiquement. Il y a la numérisation de la société aussi. J'ai presque envie de poser la question à Vital Dorsa. Vous avez le sentiment que ces publics-là, il va falloir aller les chercher, ou est-ce qu'ils continuent à venir? D'abord, j'aimerais dire que je suis content d'avoir entendu ce que M. Apotello a dit. J'espère que ça va, dans les faits, se déboucher sur quelque chose qui... En 2008, quand il y a eu le changement de la loi, on nous a dit « qui paye commande à la phase ». Ça fait mal à entendre quand on considère que théoriquement, ceux qui commandent, c'est les associations, puisque c'est leur mission, c'est leur rôle, c'est écrit dans la loi. Donc si il y a un changement de paradigme qui s'opère, on sera les premiers contents à le voir venir. La deuxième chose, effectivement, en tant qu'animateur socioculturel, je ne suis rien sans les comités. Mais les comités, si on les tue, à force de combats politiques, eh ben, ils disparaissent. Donc si effectivement on leur donne plus de place. Et la dernière chose, tant mieux. La dernière chose, c'est qu'à mon avis, il ne devrait pas y avoir d'opposition entre politique publique menée par le canton, menée par les communes, et animation socio-culturelle associative. Ça devrait se compléter, mais il ne faut pas tout confondre. C'est-à-dire que l'animation socio-culturelle, elle ne va pas pouvoir régler tous les problèmes de la société, le vieillissement, le ceci, le cela. Elle a son rôle premier, Pascal l'a dit, c'est ce qu'on appelle l'empowerment, c'est donner du pouvoir à des gens pour agir. Mais pour agir, pas pour régler tout, pour faire ce qu'ils peuvent à leur niveau, à leur façon. Et c'est là que je pense qu'il y a du travail à faire. Voilà. Et puis les politiques publiques, à part ça, elles doivent régler les autres problèmes. C'est pour ça que les gens sont élus. Je parlais de numérisation, Joël Libois, il y a des recherches qui ont récemment été menées sur l'impact du numérique sur les prestations sociales. J'ai vu ça sur le site internet de l'école. Est-ce qu'un travail identique doit ou est peut-être mené à propos de l'animation socio-culturelle? Est-ce que le numérique va y changer quelque chose finalement? Le numérique va être un outil, déjà un outil. On l'a bien vu pendant le Covid. Je ne crois pas que le numérique va transformer, en tout cas je ne l'espère pas, surtout pas, puisque c'est vraiment ce côté citoyenneté, comme vient de dire Vital Dorsa. Je crois que c'est vraiment ce développement du pouvoir d'agir qui est en jeu aujourd'hui. Et puis ce qu'on peut voir aussi, c'est que la citoyenneté prend une place de plus en plus importante. Les citoyens sont actifs et ils le sont vraiment fortement. Alors, ils ne sont pas tous en organisation associative. L'associatif n'est qu'un mode. Il y a d'autres modes. Il y a des groupements d'intérêt, il y a de la militance, etc. Donc voilà. Alors, le numérique, ça va être un outil. C'est déjà un outil. C'est un outil de rassemblement. Maintenant, les gens, ils ont besoin de projets. Ils travaillent sur des projets. Et peut-être ce qui change un peu pour moi, c'est que c'est des projets plus courts. On n'est peut-être pas sur des projets à très très long terme et avec ça, je pense que l'animation socioculturelle va devoir un peu se réinventer autour de cette dynamique de projet qui est plus courte. Là, je pense qu'il y a un vrai enjeu. Pascal Turner, on a vu qu'historiquement, le développement de la FCLR s'est souvent fait à partir de tensions. Du coup, j'ai envie de vous demander quels sont les points de tension aujourd'hui. Bon, les points de tension, on en a déjà un peu parlé, ils se situent autour de l'autonomie associative notamment, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui. Puis j'entendais Thierry Apotello nous parler justement de ces enjeux pour nous, pour la FCLR, parce que c'est vrai qu'on doit aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'on a choisi de poser cette question ce soir, qu'est-ce qu'on fait après 50 ans, qu'est-ce qu'on fait pour les 50 prochaines années, comment est-ce qu'on peut inventer l'avenir ensemble. Et on voit bien que ce que Thierry Apotello décrivait comme étant les agendas
des différents acteurs politiques, le canton, les communes, qu'on a des fois de la peine à entendre, que Thierry Potello a dit que les associations, certains membres d'associations avaient tendance à dire des attentes municipales ou cantonales qu'elles étaient pas à prendre en considération, qu'on connaissait mieux l'animation que ces élus, etc. Et ben, effectivement, la nécessité d'entendre les agendas et les besoins, notamment des communes, c'est un gros champ de tension à l'intérieur de la FCLR. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on s'y prend pour répondre à ces besoins? Et puis la vérité, c'est qu'à l'intérieur de la FCLR, on a des gens qui veulent aujourd'hui entendre ce que disent les communes, quels sont les besoins et quelles sont les attentes, et puis peut-être se conformer un peu davantage à ça. Et puis on a peut-être des gens un peu plus historiques, entre guillemets, qui veulent toujours privilégier à tout prix l'autonomie associative et puis peut-être moins entendre les injonctions qui viennent, entre guillemets, du haut, du pouvoir politique. Et ça, alors comme enjeu pour nous, au niveau de la FCLR, c'est un énorme travail. Et c'est vrai qu'on a besoin aujourd'hui, je rebondis sur autre chose que disait Thierry Potello, on a besoin effectivement de développer davantage encore toute notre offre de formation, parce que c'est vrai que nos membres, notamment les nouveaux membres qui s'engagent nouvellement dans l'animation, qui se font élire dans un comité d'une maison de quartier, c'est vrai qu'ils ont pendant un laps de temps assez long maintenant, ça dure parfois des années, ils ont l'impression d'être largués, de débarquer dans un monde, l'animation socioculturelle, ça prend très longtemps à se l'approprier, et puis ne serait-ce qu'à savoir où on met les pieds. Et ce travail de formation aujourd'hui, très clairement, oui, monsieur Potello, on n'a pas les moyens aujourd'hui, au niveau de la FCLR, on n'a pas les moyens de faire ce travail. On a récemment demandé plus de moyens au conseil de fondation de la phase. Bon, on n'a pas dû utiliser les bons arguments parce que ces moyens ne nous ont pas été accordés. On a clairement besoin aujourd'hui d'un coordinateur ou d'une coordinatrice supplémentaire dans notre équipe de coordination, dans notre secrétariat permanent. On a besoin de moyens humains supplémentaires aujourd'hui parce qu'avec 47 associations, peut-être 50 d'ici quelques années, il y a des associations qui sont sur le point d'entrer dans la FCLR. Mais aujourd'hui, ces moyens, ils nous manquent. Et notre équipe de coordinateurs, coordinatrices et de secrétaires font un travail extraordinaire, mais ils sont à la limite de ce qui est humainement demandable. Et ça, je crois qu'immanquablement, on va revenir à la charge pour demander un poste supplémentaire, parce que c'est un enjeu énorme, effectivement, et on a besoin que la FCLR se renforce aussi de ce point de vue-là pour pouvoir accomplir cette mission. Le magistrat est prévenu, vous reviendrez à la charge. Ce sont parfois les questions les plus simples qui sont les moins bêtes. J'ai envie de vous poser à tous une question extrêmement simple. Quelle est la place, le rôle de l'associatif dans le monde d'aujourd'hui? On va commencer avec vous, peut-être, Vital Dorsa. Avec le micro. Alors moi, je ne peux pas faire de théorie sur l'associatif d'une manière générale. Il y a de l'associatif dans le culturel, dans le social, dans le sport, etc. Je peux pas. Moi, je peux vous dire ce que je vois au niveau de l'animation socio-culturelle genevoise. Et moi, j'ai envie de dire, on parle de comités. L'associatif, c'est des comités d'abord. En fait, c'est des membres des associations, puis des comités. L'engagement associatif, il doit faire envie. Et aujourd'hui, je suis désolé, mais passer des heures et des heures pendant des soirées de comité à discuter pour savoir comment faire respecter ce qui est écrit dans la loi, ça ne peut pas faire envie de rentrer dans le comité. Et moi, je peux vous dire, en 40 ans que je suis dans le métier, j'ai vu partir des centaines de personnes, que ce soit des membres de comité ou des animateurs, tout simplement fatigués et usés par cette lutte pour faire respecter le minimum. C'est un peu ce que disait Thierry Potello tout à l'heure. Oui, mais alors, est-ce qu'on va se poser un jour la question du pourquoi ? Parce que ça ne tombe pas du ciel. C'est le résultat de phénomènes, de processus qui sont en cours. Gérard Duc, l'historien, quelle est la place, le rôle de l'associatif dans le monde d'aujourd'hui, d'après vous? Alors je crois que dans le monde d'aujourd'hui, comme par le passé, le monde associatif en Suisse est extrêmement riche. Je crois que, sauf erreur, on est un des pays qui compte le plus grand nombre d'associations en Europe. Et je crois que, contrairement à ce qu'on pense souvent, cette idée associative est une idée à la base qui est libérale.
C'est-à-dire qu'on a estimé que le citoyen pouvait on pouvait déléguer aux citoyens ce que l'État n'était pas en mesure de faire. On peut déléguer aux citoyens l'animation socioculturelle parce que le citoyen, certainement au sein de son quartier, au sein de sa commune, est mieux à même de savoir ce qu'il y a à faire que l'État au-dessus. Donc en fait, le monde associatif, je crois qu'il est là pour unifier des visions politiques différentes. Je pense que personne ne dira le contraire. L'anarchie également a placé cette idée associative à son centre. Et donc on va vraiment de la droite à la gauche, ça peut unifier un ensemble de visions idéologiques très différentes. Donc plus que jamais, l'associatif doit être au centre de cette action politique. Joël Libois, sur la même question. Alors, je pense que l'associatif a un rôle primordial. C'est le lieu de la liberté d'expression, c'est le lieu de la créativité. Et je vous rejoins, effectivement, c'est extrêmement facile de créer une association en Suisse, ce qui n'est pas du tout le cas dans d'autres pays. Donc, on a une multiplicité de types d'associations. Moi, je le vois chez nos étudiants, ils créent eux-mêmes des associations, alors je le redis, qui durent des fois 6 mois, 2 ans, en fonction des projets qu'ils mènent. Donc cette liberté d'opinion, elle est essentielle et je le redis, à l'intérieur des associations même, il y a de la controverse, il y a du débat et c'est l'objectif même de l'association, c'est échanger des points de vue. Donc on n'est pas dans quelque chose de consensuel et de lisse, au contraire. Et c'est vraiment aussi le sens de l'association. Pascal Turner. Moi, j'ajouterais que le rôle de l'association, aujourd'hui, ça va être le même fondamentalement que qu'on le connaît depuis des années. C'est un rôle pour nous, les associations membres de la FCLR spécifiquement, ces associations qui agissent au sein des maisons de quartier, des centres de loisirs, c'est un rôle de cohésion sociale, c'est un rôle de création de liens sociaux. C'est aussi pour ça que le développement numérique, c'est pas quelque chose qui nous fait vraiment envie dans le monde de l'animation socioculturelle, parce que pour créer du lien social, pour créer de la cohésion sociale, on a besoin de se rencontrer physiquement, on a besoin d'être ensemble, d'expérimenter aussi la chaleur humaine, vraiment. Ce que sous-entendait ma question, c'était d'aller chercher les gens derrière leur écran aussi. Oui, tout à fait. Et donc, Gérard Duc a été très habile parce qu'il a défini un terme qui est très important, sans citer le terme, c'est la subsidiarité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, au niveau des associations, on a besoin de faire respecter, on a besoin d'avoir beaucoup de respect pour ce principe de subsidiarité, comme l'a dit Gérard Duc, qui consiste à déléguer au niveau le plus bas possible les décisions. C'est-à-dire que c'est un exercice, et moi je comprends que pour des élus qui ont des responsabilités très lourdes, qui doivent rendre des comptes au niveau financier, au niveau politique, pour ces élus, notamment les élus dans les exécutifs, ça peut être très difficile et c'est une vraie prise de risque de laisser au terrain, c'est-à-dire de laisser aux habitants ce pouvoir d'agir. C'est une vraie prise de risque et aujourd'hui je pense que spécialement dans cette crise, dans la fin de crise qu'on connaît, cette crise Covid, je pense que c'est une occasion pour nos élus, quelle que soit leur idéologie, leur biais idéologique, c'est vraiment l'occasion de se réapproprier et de revaloriser ce principe de subsidiarité qui permet vraiment aux habitants de prendre du pouvoir. Et pour nous, ça va être effectivement un des fondements et un des rôles principaux de l'association. L'association, c'est vraiment l'endroit par excellence où cette subsidiarité, elle peut s'exercer et où les citoyens peuvent découvrir leur pouvoir d'agir. Thierry Apotello va vous dire immédiatement ce qu'il en pense. Mais volontiers. Mais Pascal Turner a raison d'utiliser le terme de risque. Parce qu'il y a des appétences au risque qui ne sont pas les mêmes chez les uns et chez les autres. Donc c'est pour moi intéressant que les associations accompagnent aussi le monde politique à accepter du risque. Et quand il est compris, quand il est maîtrisé, quand il est inscrit dans quelque chose, généralement ça passe. Mais il ne faut pas partir du principe que tout le monde a une appétence au risque suffisante pour se dire laissez-moi un budget et puis je verrai bien. Ça ne marche plus comme ça. La Cour des comptes, les services contrôle financier, les services de contrôle interne, tout ceci ont largement biaisé aussi la relation, mais ce n'est pas le débat forcément aujourd'hui, puisque votre question, c'est quelle est la place de l'associatif aujourd'hui ? 2 termes, démocratie participative. Démocratie, c'est cet apprentissage au fond d'un ancrage
dans lequel on peut être parce qu'on est inscrit dans un quartier. Et je suis très attaché à ce que nous puissions créer cette cohésion pour justement nous raccrocher à quelque chose qui existe et pas donner le sentiment d'un abandon que certaines et certains, notamment les plus exclus, se retrouvent parfois. Donc il y a pour moi une nécessaire volonté de travailler sur ces éléments. Participatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en capacité à un moment donné d'accepter le débat, ce qui n'est pas toujours simple, ce qui épuise parfois aussi les membres, hein, pas toujours simple d'assumer le débat contradictoire. Ça veut dire aussi d'accepter la majorité, parce que dans une démocratie, en tout cas dans celle que nous connaissons sous nos cieux, il y a une majorité qui peut se dégager. Parfois on perd, parfois on gagne. Et quand on la vit bien, c'est enrichissant. Quand on la vit mal, c'est épuisant. Mais c'est à tout le moins formateur, fondateur d'éléments. Et les jeunes, comme les personnes adultes, ont une capacité de se mobiliser quand elles trouvent du sens, quand elles trouvent de la volonté et qu'elle est reconnue pour cela. Je vous avais promis qu'il y aurait 3 vidéos pendant cette table ronde. Voici la 3e. C'est Bernard Dossot, président de la FCLR de 2013 à 2016, qui s'adresse à vous. Moi, ma période FCLR, ça a été d'une part assez enrichissant parce que ça m'a permis de connaître beaucoup de centres. C'était un peu fatigant parce que c'est beaucoup de discussions. Dans l'Assemblée générale, on a les délégués des centres. Les décisions se prennent là. J'ai des fois tendance à dire qu'elles se prennent après que celui qui parle le plus fort a parlé. Et ça me gêne un peu. Donc, mais c'est pas facile à retourner les choses. Ce sont des bénévoles aussi. Ça veut donc dire qu'ils n'ont pas un temps énorme à consacrer au dossier. Et on a des fois effectivement des dossiers trop gros ou pas suffisamment préparés. L'animation socioculturelle, ce n'est pas quelque chose qui est figé. C'est quelque chose qui doit évoluer. Évoluer avec le temps, à évoluer avec les gens, à évoluer avec les structures. Et j'aimerais pas qu'on se fige par trop dans des postures dogmatiques qui, plutôt que de faire avancer les choses, bloquent les dossiers. Donc il faut rester pragmatique, il faut discuter. On doit privilégier, et ça ce sera pour tout le monde, le dialogue avec les communes. C'est pas facile, parce que vous changez de magistrat tous les 4 ans, pas tout à fait, mais presque. Surtout avec les magistrats. On dialogue aussi avec les services sociaux des communes, mais il faut toujours le faire en présence du magistrat. Parce que c'est son côté politique. Toujours en évitant qu'on ait des ordres. Mais on aura toujours des demandes. Les communes sont de plus en plus attentives sur ce qui se passe sur leur territoire. On a parlé du passé, on a parlé du présent. On va essayer de parler un tout petit peu d'avenir dans le temps qu'il nous reste. Je vais revenir vers vous, Thierry Apotello, parce que vous avez fait référence à la charte cantonale des centres de loisirs, maisons de quartier et jardins Robinson. Elle a presque 30 ans, cette charte. Elle a 28 ans. Est-ce qu'elle est encore dans le coup? Est-ce qu'elle a encore d'actualité? Ces éléments, ces valeurs, ces éléments fondamentaux le sont toujours. Je pense qu'il y a une nécessaire revisite du texte si on veut vouloir absolument le faire. C'était un peu le sens du projet institutionnel, qui était de reprendre un peu ces éléments de valeur, de les travailler et de les mettre en mots. Je pense que cet exercice-là, même s'il aboutit pas toujours, moi je suis conscient que quand on se lance dans un processus, on a envie qu'il réussisse en termes de texte, mais je trouve aussi que le processus est tout aussi intéressant. Par rapport à l'avenir, je me suis demandé quelles étaient les conditions finalement qu'il faudrait impérativement remplir pour que l'animation socio-culturelle puisse continuer à s'exercer de manière satisfaisante. Alors je vais de nouveau faire un tour de table et peut-être commencer par Pascal Turner cette fois. Bon, allez, 1 ou 2 conditions indispensables. Alors je vais prendre sur moi, enfin je vais prendre sur nous au niveau de la FCLR et au niveau des associations. Je pense que un enjeu énorme, et Bernard Dossot l'a dit, hein, c'est de convaincre les communes. Et parce qu'aujourd'hui, au niveau de la FCLR, au niveau du monde associatif dans les centres de loisirs, on est très fort pour écrire une charte, pour écrire des textes, pour expliquer les fondamentaux de l'animation socioculturelle, pour revendiquer toutes ces valeurs. Et je ne suis pas certain que ce soit
la bonne manière, en tout cas qu'on puisse se contenter de ça pour faire vivre ce projet associatif d'animation socioculturelle basé sur l'associatif. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à faire vivre et à faire partager ce projet avec tous les différents partenaires sur la base uniquement de textes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, un enjeu, ça va être de prendre par la main les élus, les responsables des municipalités, les directeurs de services sociaux, les intervenants des municipalités sur lesquels on se trouve, sur les territoires desquels on se trouve, toutes nos 47 associations, et puis les amener vers nos animations, vers nos projets, et de leur faire vivre aussi, de partager avec eux, pas seulement le budget de telle ou telle animation, de tel ou tel projet, mais de partager avec eux la genèse, les raisons pour lesquelles on veut changer telle ou telle animation, les raisons pour lesquelles on veut créer un événement, une nouvelle animation, etc. Et je pense qu'on doit beaucoup plus aller vers les élus municipaux, vers les intervenants des municipalités pour partager avec eux la manière dont on travaille. Et je pense que ça, pour moi, c'est porteur d'avenir. C'est clair qu'on ne va pas laisser de côté la construction théorique, parce qu'au fur et à mesure que l'animation socioculturelle va encore évoluer, on aura besoin, Thierry Potello l'a dit, on va avoir besoin de revisiter un peu notre charte, mais on va certainement avoir besoin aussi de travailler, de retravailler un certain nombre de notions, même l'autonomie associative, même la subsidiarité. C'est des thèmes qui vont revenir sans arrêt, qu'on va devoir redéfinir, réexpliquer. Mais je pense que le meilleur moyen de faire ce travail-là, et puis de nous garantir à nous ces choses dont on a besoin, l'autonomie associative, la subsidiarité, le meilleur moyen de défendre ces notions-là, ces besoins-là, c'est de les partager, mais de manière plus charnelle, j'allais dire, avec nos partenaires financeurs. Joël Libois, ces conditions indispensables. Peut-être qu'on a très peu parlé finalement des professionnels, parce que dans les associations, c'est aussi le lien entre les professionnels et les comités qui sont bénévoles. Et du point de vue de la formation, nous on insiste beaucoup pour que les professionnels laissent la place aussi aux bénévoles. C'est une relation qui n'est pas toute simple. Et là, il faut vraiment aussi travailler cet aspect-là. Et puis le deuxième terme, pour moi, c'est vraiment l'action communautaire, c'est-à-dire aller avec les publics, travailler avec les publics. Et ça revient aussi à cette question, non seulement des comités et de l'associatif, mais aller sur les quartiers, travailler avec les personnes et le collectif. C'est vraiment ces éléments-là. Vital Dorsa, les conditions indispensables. Oui, alors moi j'aurais envie de dire, après 25 ans d'affrontement, la première condition indispensable, c'est la restauration de la confiance entre les partenaires. Pour ça, la première chose à faire, je pense, c'est de stopper tout ce qui, actuellement encore, continue à nourrir la défiance, à même l'augmenter. Là, il y a des processus qui devraient être stoppés de manière qu'on puisse repartir sur des bases. Et la deuxième chose, c'est la rédaction de ce projet institutionnel qu'on attend toujours, qui est un peu l'arlésienne de la phase et qui est, moi, je crois, la condition sine qua non, c'est qu'on arrive à se mettre d'accord sur un texte dans lequel chacun trouve sa place. Voilà, ça, c'est les conditions. Après, ça se construit comme on peut. Thierry Apotello. Je pense qu'il faut donner les bonnes conditions de l'engagement. Je reviens sur mon dada autour de la relation aux habitantes et aux habitants. Il faut se donner les moyens d'augmenter leurs capacités. Il faut leur donner la capacité de chercher du temps dans leur agenda. Quand on est famille monoparentale avec des enfants, c'est compliqué d'être bénévole. Quand on est en famille avec des enfants, c'est compliqué. Quand on a une préoccupation profonde pour son avenir professionnel, c'est compliqué d'être bénévole. Donc il y a une préoccupation que j'ai, c'est de prendre en compte ces éléments et puis de les accompagner pour arriver effectivement à solidifier ce bénévolat. Régulièrement, je rencontre des jeunes qui me disent mais à quel point c'est difficile d'entrer dans le monde du travail par manque d'expérience professionnelle. Celles et ceux qui en sont exclus le vivent aussi de manière très difficile. Puis pourtant, je les retrouve dans des vies associatives. Comment est-ce qu'on valorise cet engagement ? Ils apprennent à gérer, ils apprennent à lire des comptes, ils apprennent à vivre en collectivité. Ils ont un apprentissage incroyable dans une vie associative qu'on n'arrive pas à traduire pour le marché de l'emploi. Je pense que là, il y a un enjeu que je trouverais très intéressant de travailler pour faire en sorte que justement, cette expérience associative serve aussi à des réussites professionnelles.
Alors, il vous a été proposé de nous adresser des questions par SMS ou par mail durant cette table ronde. Visiblement, vous n'avez pas été très inspiré parce qu'il y a des questions qui sont arrivées avant même que la table ronde commence, mais plus depuis. 3 questions sont arrivées avant, 2 ont clairement été traitées pendant la table ronde. Il en reste une 3e qui s'adresse à vous, Vital Dorsa. Enfin, c'est même une question double. En février 2014, alors que vous étiez représentant du personnel au conseil de fondation, l'Assemblée générale du personnel a décidé de ne plus envoyer de représentants au conseil de fondation. 1, étiez-vous d'accord avec cette décision? Et 2, 7 ans après, quelle est votre position sur ce sujet? Oui, effectivement, j'étais un des 2 derniers représentants du personnel au conseil de fondation. J'y suis allé après que X collègues aient abandonné, épuisé. J'ai tenté de faire ce que je pouvais et puis on a fait le bilan à un moment donné de se dire, en fait, on sert là juste à faire croire qu'il y a un partenariat réel. On ne va pas continuer à rester pour donner l'illusion que ce partenariat, il existe réellement. Et le bilan que je fais, c'est qu'on n'a pas obtenu moins de résultats depuis qu'on est parti qu'on en a obtenu pendant qu'on y était. Et voilà, le jour où on reviendra, c'est le jour où on aura la conviction que ce partenariat, il peut fonctionner. Et M. Apotello a parlé tout à l'heure de majorité, on doit respecter les majorités. J'aimerais juste rappeler que depuis l'origine de l'animation socioculturelle, l'État fondateur à l'époque, M. André Chavannes par exemple, a toujours dit qu'il fallait que l'animation socioculturelle soit indépendante du politique. Et c'est pour ça que, aussi bien dans le conseil de fondation, qui ne s'appelait pas comme ça, mais de la commission cantonale, il y avait 9 places pour les associations et 8 places pour les financeurs, État et communes, donc une toute petite majorité. C'était de nouveau le cas dans la fondation. Et quand l'État a voulu prendre la main sur la phase en 2008, eh bien, il a modifié la loi. Et on est passé de 9 à 8 à 10 à 7. Donc c'est facile de demander de faire respecter les majorités quand on peut les faire modifier à sa guise. Moi j'ai dit oui, on reviendra le jour où le partenariat aura un vrai sens. Thierry Apotello, je vous ai vu faire la grimace en 40 secondes. Nous avons été 2 à faire la grimace parce que d'imaginer un seul instant que nous soyons d'accord avec l'idée que l'absence du personnel au sein du conseil de fondation soit acceptée, acceptable, je pense que c'est oublier à quel point le personnel a un intérêt à la participation, on en a évoqué, à apporter les expériences de terrain, à imaginer qu'effectivement eh bien, il peut contribuer à l'amélioration du système plutôt que de s'en opposer par des assemblées générales auxquelles effectivement nous n'avons pas accès et donc le débat n'est pas ouvert. Je pense que là il y a un élément de blocage que j'arrive pas à percevoir. Je peux en tout cas pas être d'accord avec l'idée que le personnel au fond il n'a rien apporté ou il a autant apporté en étant dehors. Ça je suis pas d'accord. On considérera ça comme une main tendue. On arrive au bout du temps qui nous a été imparti. Alors, vous avez posé relativement peu de questions pendant la table ronde. Je suis à peu près sûr que cette table ronde aura suscité un certain nombre de questions. N'hésitez pas à les envoyer par SMS ou par mail à l'adresse qui vous a été communiquée sur le mail d'invitation à cette table ronde, puisque le 18 novembre prochain, à la Maison des Associations, il y aura le forum organisé par la FCLR et ce sera probablement l'occasion d'aborder un certain nombre de ces questions. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont rendu cette table ronde possible, à commencer par nos invités Gérard Duc, Thierry Apotello, Vital Dorsa, Joël Libois et Pascal Turner. Il y a aussi beaucoup de gens à remercier au niveau technique. Merci à Michel Thorimbert, président de la Villa Tacchini, qui a assuré la réalisation de cette retransmission. La régie générale est signée Christophe Anchaud, animateur à la maison de quartier Sous l'Étoile. La régie son Nicolas Lopez de la Villa Tacchini. Les cadreurs et les cadreuses Chari et Hassan des jeunes de la maison de quartier Sous l'Étoile, et c'est remarquable. Les capsules vidéo, les jeunes reporters de la maison de quartier Sous l'Étoile, encadrés par Sandro Mazzeo, animateur socioculturel. Un grand merci à Alexandre Bollinger de l'association La Teuf pour la mise à disposition du matériel technique, comme quoi ça sert, les associations. Un grand merci au comité de la FCLR et à l'équipe du secrétariat permanent, en particulier Ulysse et Claude. J'ai presque tout dit, sauf que pour son 50e anniversaire, la FCLR s'est fait un premier cadeau, Pascal Turner. Un nouveau logo.
Effectivement, et puis on a fait ça, on a essayé de respecter entre guillemets notre ADN, c'est-à-dire la participation. Alors évidemment, par ces temps de Covid, c'était pas évident, donc on a dû faire ça voilà, par mode, par les moyens numériques virtuels, qu'on a beaucoup de peine à aimer, mais voilà. Et donc on a essayé de faire participer un maximum nos membres à la réalisation de ce nouveau logo, et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on va pouvoir le découvrir ce soir, le nouveau logo et quelques déclinaisons aussi de ce nouveau logo. Et donc merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé aux différents sondages, qui a permis à notre graphiste, à la graphiste qu'on a mandatée pour ça, qui a permis de redéfinir notre ligne graphique. Merci à toutes et à tous d'avoir été attentifs pendant 1 heure et 10 minutes. Le voici, ce nouveau logo. Bonne soirée.